Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau journal des correspondants. Cette semaine, nous serons au Cameroun, au Burundi, au Burkina Faso. Nous ferons même escale au Congo-Brazzaville. Merci d'être avec nous. Cette semaine, donc, nos correspondants au Cameroun, Harley Debo-Ndébé et Hervé Ndoubeng, ont assisté pour nous à l'audience accordée par le président camerounais Paul Biya à l'homme le plus riche d'Afrique. Aliko Dangote, la première fortune d'Afrique, est allé dévoiler ses ambitions d'investissement au chef de l'État camerounais. Retour sur cette audience. Lorsque la première fortune d'Afrique débarque au Palais de l'Unité, c'est pour parler investissement. Le patron du groupe Dangote vient avec des ambitions démesurées pour suivre les investissements bien au-delà de ceux réalisés depuis qu'il est établi au Cameroun. Monsieur Aliko Dangote, président directeur général du groupe Dangote. Avec Paul Biya, le milliardaire nigérian discute de ces nouvelles opportunités au Cameroun. Nous sommes établis au Cameroun il y a quelques années et nous allons continuer nos investissements non seulement dans le secteur du ciment, mais aussi dans le pétrole et le gaz et dans d'autres domaines. Je crois que c'était une très bonne rencontre avec le président de la République. Pour Aliko Dangote, les mesures incitatives accordées par le gouvernement aux investisseurs sont bonnes et généreuses. Il apprécie les facilités concédées aux investisseurs, mais surtout le soutien ferme que lui a apporté personnellement le président de la République et le gouvernement camerounais pour son installation au Cameroun. Avec une cimenterie basée à Douala, capitale économique, l'investisseur nourrit l'ambition de booster la production du ciment du simple au double, objectif étant de réduire le coût du sac sur le marché. Nous vous faisons commandeur de l'ordre national de la valeur. Aliko Dangote est élevé par le président de la République au grade de commandeur de l'ordre de la valeur pour ses succès en Afrique et au Cameroun. Dans l'industrie du ciment, le groupe Dangote est présent au Sénégal, en Afrique du Sud, en Éthiopie, au Mozambique, en Zambie, au Congo et au Cameroun. Nous restons au Cameroun. Cette fois-ci, nous retrouvons Chimène Baleba et Hervé Ndoubeng pour parler solutions innovantes pour résoudre la crise de logement en Afrique. On retrouve nos correspondants sur place au Cameroun. Avec une population de plus d'1 milliard d'habitants, la crise de logement en Afrique est un enjeu crucial. Les ministres des Finances et de l'Habitat du Ghana, de l'Égypte, du Togo, du Burkina Faso, du Zimbabwe ou encore de la Côte d'Ivoire et plusieurs autres États membres de Shelter Afrique sont à Yaoundé pour la 40e Assemblée générale consacrée à cette problématique. Ils vont ensemble revisiter les points faibles de leur politique d'habitat. La première chose la plus importante dans la vie des populations, c'est la sécurité alimentaire. Ensuite vient le logement. Et Shelter pour l'Afrique et cette organisation-là que les États africains se sont offerts pour accompagner les États à produire massivement les logements et à loger les Africains. Cette plateforme s'inscrit aussi dans le but d'aider les États africains à obtenir des financements pour augmenter la production des logements. Selon des récents chiffres, la demande annuelle en logement sur le continent est estimée à 5 millions depuis 2020. De l'habitat, malheureusement, ça n'a pas très bien fonctionné. Nous sommes en train de réfléchir à d'autres types de capitalisation, mais ce qui nous intéresse dans l'urgence, c'est de pouvoir développer avec Shelter Afrique, en tout cas un partenariat gagnant-gagnant. Et j'ai bon espoir qu'en venant ici au Cameroun, nous allons pouvoir négocier par exemple la signature d'une convention de financement de 3000 logements au Burkina Faso. Les acteurs de la chaîne de valeur, de l'immobilier et de l'aménagement urbain sont aussi appelés à exposer leur savoir-faire. Cette entreprise française spécialisée entre autres dans la construction propose son expertise. Nous travaillons actuellement sur le Bénin, où nous travaillons sur le programme programme présidentiel de production de 20 000 logements, que ce soit les ferrailleurs, les électriciens, les carreleurs, les charpentiers. Nous les formons dans notre PN Academy. À l'issue du sommet le 24 juin prochain,
Plusieurs pays membres espèrent trouver les premières pistes de solution au déficit de logement, qui demeure un véritable frein pour la modernisation des villes africaines. Du Cameroun, rendons-nous au Congo-Brazzaville avec là aussi les autorités du pays qui cherchent à rendre plus efficaces les zones économiques spéciales créées dans le pays pour attirer les investisseurs, plus d'investisseurs. C'était l'objectif d'une visite de terrain du nouveau ministre congolais des zones économiques spéciales et de la diversification économique. Reportage. L'un des fleurons du développement industriel de la République du Congo et gage de la diversification économique tant rêvée par les autorités de ces pays d'Afrique centrale, les zones économiques spéciales peinent à se développer depuis 2011. Dès le départ de ce projet ambitieux et futuriste, 4 zones ont été choisies. La zone de Pointe-Noire à l'extrême sud du pays, la zone de Yo-Olombo au centre, la zone de Wesso au nord-ouest et la zone d'Igné située à 70 km au nord de Brazzaville, la ville capitale. Elle est la plus développée à ce jour et compte 15 usines de fabrication des matériaux de construction, 4 entrepôts de stockage et une chambre froide. Au terme de ces visites d'état des lieux effectuées dans les 2 zones, le tout nouveau ministre des zones économiques spéciales, Émile Wosso, se dit optimiste quant à l'opérationnalisation de ces zones. Et j'ai la chance d'avoir 2 grands conseillers qui ont des fondements très solides sur la diversification et sur les S. Ce sont mes conseillers principaux. Avec leur théorie et aussi notre expérience à nous d'entreprise très affirmée, nous pensons que nous allons traduire tout cela en réalisation concrète. Il en outre identifié les maux qui minent ce secteur. Nous avons l'urgence d'ici 2 ans de terminer ces problèmes-là. Expropriation, équipement d'infrastructure, les voies d'accès. Après les opérations d'expropriation des populations et d'aménagement des zones, il s'agit pour le gouvernement congolais de chercher pour chaque zone un développeur expérimenté et ayant des capacités financières pour son action. Le tour des correspondants se poursuit avec le Mali et les conséquences du désengagement prochain de la France de l'opération Barkhane, un désengagement critiqué par une partie des Maliens qui parlent d'une mission inachevée. Bouraïma Soulo. Dans les rues de Bamako, les changements opérés par la France autour de l'opération Barkhane continuent d'alimenter les conversations. Devant la bourse de travail, Abdoulaye Maïga, 70 ans révolu, a un avis tranché sur le retrait annoncé d'une partie des troupes françaises. Pour lui, le retrait doit se faire de manière progressive. Le retrait peut se faire vraiment avec des étapes. Avant qu'il ne quitte totalement, il faudrait que le gouvernement malien aussi ait un autre partenaire avec lequel il faut collaborer. On ne laisse pas ce qu'on a déjà en main pour ceux qui se trouvent sous la jambe. Ça se prépare, il y a une harmonisation là-dedans. Le retrait progressif prôné par Abdoulaye n'est pas partagé par tout le monde. Pour Mamadou Diawara, instructeur militaire à la retraite, la France devrait se retirer du Mali sans délai. Nous, on veut que la France quitte dès aujourd'hui. Ils n'ont pas à faire même 2 heures de temps au Mali. On n'a pas besoin d'eux. Nos parents sont en train de mourir, nos enfants, les femmes qui sont en état de grossesse. Quand la France est là, ce sont des ennemis qui sont là. Entre ceux qui prônent un retrait immédiat et ceux qui défendent l'idée d'une fin progressive de l'opération Barkhane, il y a ceux qui analysent l'impact de cette opération militaire lancée depuis 2014 à la suite des opérations Serval et Épervier. Pour Baba Dagano, analyste sécuritaire, aux yeux des Maliens, l'opération Barkhane n'a pas changé grand-chose contre l'insécurité dans le pays. Aujourd'hui, pour de nombreux Maliens, la présence militaire française ou l'intervention française au Mali n'a pas permis de mettre fin à l'activisme des groupes qualifiés de terroristes. Donc aujourd'hui, on est presque tenté de dire que la conséquence reste la même, c'est qu'aujourd'hui, l'inefficacité ou
l'absence de réussite de l'intervention militaire dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. C'est peut-être pas une surprise parce qu'on sait que le contexte dans lequel cette insécurité est caractérisée par l'activisme des groupes extrémistes violents, mais également la criminalité organisée et les conflits locaux, ne peut être jugulé par le seul fait militaire. C'est important, l'intervention militaire, elle est parfois nécessaire, mais à elle seule, elle est insuffisante. Et c'est ce qui vient d'être démontré, ou c'est ce qui a été démontré tout au long de ces dernières années de présence militaire dans la région sahélienne. La fin de l'opération Barkhane ne signifie pas la fin de l'intervention française au Mali et au Sahel. Baba Dakano pense que les États du Sahel se doivent d'être responsables pour juguler le problème de l'insécurité. La meilleure des choses à faire, c'est ce qu'on aurait dû faire depuis 2012-2013, c'est responsabiliser les États, c'est-à-dire que les États soient maîtres de la sécurité dans la région. Quand on prend le Mali par exemple, aujourd'hui il est important que le pays dispose d'un plan aujourd'hui, un plan global bien entendu, pas seulement militaire, mais un plan qui répond à tous les facteurs sur lesquels prospère cette insécurité-là et que les autres pays tels que la France, la communauté internationale soient des appuis à cette stratégie nationale. À ce jour, un peu plus de 5000 hommes composent la force du G5 Sahel. Le retrait annoncé des militaires de l'opération Barkhane devrait être compensé par la montée en puissance de la force Takuba. Au Burkina Faso, cette semaine, c'était le début des examens de fin d'année, du primaire au lycée en passant par les collèges. Plus de 700 000 candidats prennent part à ces examens. Théophile Arebla était sur place. Au pays des hommes intègres, les candidats aux examens du CEP et du BPC ont débuté les épreuves écrites ce mardi sur le territoire national. En dépit des crises sanitaires et sécuritaires, la session 2021 se déroule dans la sérénité. J'ai pas peur, comme il y a mes camarades, je suis un peu satisfaite. Je vais me concentrer sur ce que je peux faire. Tout à l'heure, nous allons procéder à l'appel et à l'installation des candidats dans les salles. Les surveillants sont au nombre, ils sont déjà dans les salles. Malgré la crainte d'affronter les épreuves, les candidats gardent le sourire et se veulent rassurants. Pour le moment, ça va. Le cœur n'a pas encore commencé à battre. Ça peut aller? Oui, ça peut aller. Vous êtes confiant? Oui. Je sens qu'il y a la frustration, il y a un peu de peur, mais ça va aller. On a la confiance. Bon, en tout cas, si ce sont les leçons, Dieu merci, ça va. Et ça ira. Un examen, c'est avant tout un ensemble de devoirs, sauf que c'est les lieux qui changent pour la plupart. Donc, on a essayé de les mettre à l'aise pour les donner les consignes principales. Environ 770 000 candidats prennent part aux examens du CEP, du BPC, du BEP et du CAP lancés officiellement ce mardi 22 juin 2021 sur l'étendue du territoire national. Plus de 16 milliards de francs CFA ont été alloués par l'État pour l'organisation de cette session. Voilà, c'est la fin de ce journal des correspondants. Merci à tous ceux qui ont contribué au tournage, au montage et à sa réalisation. En leur nom à tous, je vous dis merci de nous avoir suivis. Excellent week-end. Évidemment, sur Télé Sud, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro du journal des correspondants.